c'est le dernier à contre-temps du mois, ça sera le meilleur, parce que là, j'ai une de ces équipes de choc, parce que l'émission, elle est pour ainsi dire déjà faite, parce qu'en attendant qu'on fasse le réglage des micros, ben là, t'es chaud. Bonjour Daniel. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent et nous entendent, ravi de vous retrouver. Je reviendrai vers toi. Continue. Oui, je suis très fière cette semaine de voir que le lycée de Bellevue a obtenu une place plus qu'honorable dans le classement des écoles préparatoires, des classes préparatoires. Ouais. Donc ça, c'est bien, on peut être fier de temps en temps. Absolument. À la limite, c'était même pas la peine de faire un gros bâtiment comme ça. Où ils étaient, ils arrivaient à avoir de bons résultats. Emmanuel, à toi. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Gérard. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois aujourd'hui. Alors, je te remercie et te félicite. Tu dois prendre un avion dans très peu d'heures. Tu n'as pas encore fait ta valise et tu es là avec nous. Magnifique. Mais merci. oui, quand même. Merci. Et puis il y a les 106 000 téléspectateurs qui te remercient également. Ah bon. Merci pour eux. Eddie, ça on fait. Voilà, Mogatubé. Quand tu veux, Demande la blague, là. Tu sais, on a pris les Antillais, on les a mis là, et puis demande, je l'oublie. Chaque fois, je veux la raconter. Et puis, tu connais la blague. On a pris les Antillais, on les a lâchés. C'est ton père qui t'avait raconté ça, je crois. Non? Très rapidement, alors. Oui, vite. On leur demande comment ils vont. Oui. Et ils disent « moi là ». Oui, les Antillais, les Martiniquais. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de savoir ce que ça veut dire. Ouais. Et en fait, la traduction de mon grand-père, c'est de dire il qu'a fait songer qu'on mettait là. Ouais. Donc, tu n'as pas l'outrecuidance de me demander comment je vais, alors que tu te rappelles, mettez-moi là. Christian, je reviens vers toi tout de suite. Christian. Eh bien, toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer, chaque semaine. C'est réciproque. Un petit clin d'œil, j'ai vu en télévision le carnaval au diamant. J'ai trouvé ça joli. Oui. Et je suis de ceux qui revendiquent l'esthétique du carnaval. Absolument. Bien organisé. Un petit salut au maire et puis un petit salut à notre ami Pécom, Joël Pécom, qui s'occupe de la culture. Oui, il dit, je reviens vers toi pour que tu nous parles, je le dis avec un frisson, de l'hymne et du drapeau. Du drapeau, déjà. L'hymne, vous avez remarqué que personne ne parle de l'hymne. Je l'ai écouté. Les paroles sont... On en a discuté la dernière fois. Bon, le drapeau, alors bon, je vais rappeler les faits. Il y a une polémique monstrueuse, il y a eu un tombereau de haine, pour reprendre l'expression d'un certain nombre de nos amis. Alors, l'idée est la suivante. Il y a un règlement qui indique qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Il semblerait que le premier drapeau, il y ait eu des problématiques de respect de ces règles. Alors, certains disent que le retrait du premier drapeau, en fait du drapeau arrivé en tête, est lié aux attaques. Il y en a d'autres qui disent plutôt qu'il y avait un petit souci réglementaire, on va dire ça comme ça. Bon, on acte le fait que la propriétaire du premier drapeau se retire. Et là, on file voir le règlement. Et le règlement indique que si le drapeau qui gagne se retire ou est taxé ou victime éliminé pour une raison il a été éliminé, c'est le second drapeau. Alors là, il y a une nouvelle polémique qui se met en place, on ne finira jamais. Il reste quand même à peu près 160 drapeaux, on peut aller jusqu'au 160e, et au moins le dernier ne sera pas victime de polémique. Alors je vous conseille d'aller pas voir le dernier, parce que personne n'en voudra. Mais je trouve que ce pays est merveilleux. Alors, il y a très loin, même plus des loin, on se bat pour savoir quel char il faudra pour exister, pour ne pas mourir, pour ne pas crever quoi, à moins 20, 30 degrés. L'autre côté, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger ce midi et tout. Et puis nous, on est en train d'ergoter pour dire le drapeau. C'est le seul pays au monde où on a voté pour un drapeau. Pour un drapeau aussi, mais nous, fort. On est les meilleurs. On est vraiment les meilleurs. Faut-il conclure qu'il vaut mieux ne pas voter? Non, pas du tout. Au contraire, moi je reste un fervent partisan du vote, parce que, en fait, le drapeau pour lequel un certain nombre d'entre nous se battent, protègent, sont prêts à mourir, c'est quand même un drapeau pour lequel personne n'a voté, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est le drapeau de Robespierre et de Victor Hugues, qui a coupé la tête de 2000 colons en Guadeloupe. Oui, bon, il faut quand même le rappeler. Oui. Rouge, vert, noir, ils ont tué personne. Bleu, blanc, rouge, ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Question. Et tu sais que selon un classement établi par Digital Laritech, c'est apparemment, comment on appelle ça, une petite société qui monte, une start-up d'ici, YouTube et WhatsApp seraient les plateformes les plus utilisées par les Martiniquais, avec 273 000 utilisateurs actifs chaque mois, soit, c'est énorme, 78% de la population.
Oscar, je reste perplexe. Qui aurait pu prévoir l'usage de ces éléments? Il y a 10 ans, même 10 ans, on ne pouvait pas imaginer. Incroyable. Et WhatsApp aujourd'hui, tout le monde est dans WhatsApp. Oui. Mais il faut dire aussi que ça donne des facultés extraordinaires. Ça On facilite. transmet des images, on transmet des trucs, on envoie des communications à plusieurs personnes. Mais c'est vrai que c'est des outils qui sont extraordinaires. Mais comme toute chose, il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est-à-dire que le mauvais côté, encore une fois, on sait bien que les nouvelles technologies peuvent être utilisées de manière négative. Mais c'est vrai que c'est remarquable. Et dans un petit pays comme ça, il est remarquable de voir comment on a cette capacité aussi de s'adapter au nouveau monde et aux nouvelles technologies. Je crois que tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. C'est ça, Et c'est ça. YouTube aussi. Il y a quelques Gaulois résistants. C'est ça. Martiniquais résistants. C'est ça l'apanage de la personnalité créole. Daniel, tu veux nous traiter, puisqu'on est dans les brèves et on ne fait pas de débat, le fait que le journal New York Times, qui a quand même 9 millions d'abonnés, nous ait classé un bon emplacement dans les places to go, where to go, quoi. Voilà, c'est-à-dire que oui, chaque année, ce journal donne une liste de 50 pays où il faut aller en Il faut aller 2023. absolument. Et donc la Martinique est en 16e position. Et pourquoi Alors la Martinique, elle est attractive par sa culture, par sa gastronomie, par ses paysages remarquables, ses forêts, ses récifs, sa biodiversité. Donc il y a toute une liste qui est donnée. Et sa population. Oui. Parce que les gens, les touristes, ils disent que les gens sont bienveillants ici et très accueillants. Oui, tout à fait. Monsieur Bouton, Non, mais il a raison. ce sont des brèves. Laissez notre égérie développer. Il a raison d'insister. Et donc, par conséquent, moi, je trouve que ça conforte tous ceux qui se sont battus pour que l'aïeul soit au patrimoine, pour qu'il y ait la biodiversité et que bientôt, il y aura les forêts, la montagne pelée et les pitons qui seront dans les forêts remarquables. Le vote, c'est en septembre de l'UNESCO. Bref, nous avons de quoi nous réjouir parce que nous avons un pays que nous ne regardons pas assez. Et je peux me permettre de dire qu'en ce moment, profiter des manguiers en fleurs et des glycérias en fleurs, c'est magnifique. Alors là, chaque phrase que vous dites, ça pourrait entraîner un sujet. Est-ce que les manguiers qui sont en fleurs maintenant vont prospérer? Est-ce que les fleurs vont tomber? Et les glycérias, est-ce que c'est trop tôt? Non, écoutez, cette émission est épuisante. Emmanuel, parle-moi de la proposition. On va aller sur des choses de quadra, de quinca, de sexta. L'accès, ce qu'on appelle l'accès direct des patients. De boomer, Oui, la baby boom. C'est quand même intéressant. Oui, alors c'est un projet de loi qui consiste à autoriser l'accès direct des patients aux soins, et notamment à réhabiliter des personnels de soins que sont les kinésithérapeutes, les infirmiers experts et les ophtalmos. Donc on pourra demain, si cette loi est adoptée, accéder à ces soins directement sans passer par le médecin généraliste, se faire rembourser par la sécurité sociale. Et donc c'est un projet de loi qui aujourd'hui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée, sauf les LR et le Rassemblement national qui s'est abstenu. Donc il y a une forme d'unanimité vis-à-vis de ce projet de loi. Bien évidemment, la corporation médicale des médecins généralistes se raidit sur ça, parce que c'est quand même, on empiète sur des compétences, mais au fond, quand on regarde l'objectif qu'il y a derrière ce projet, c'est simplement d'abord de lutter contre les déserts médicaux, parce que en France et en Martinique, c'est un véritable sujet. Enfin, on a de plus en plus de mal à accéder aux soins, donc il faut bien trouver des solutions pragmatiques. C'est une façon aussi de revaloriser des métiers qui sont en tension, les métiers notamment des infirmières. Enfin, c'est une manière de redonner un peu de capacité, de pouvoir à ces métiers et de les revaloriser. Et puis, c'est une façon de permettre aux gens d'accéder plus vite à des soins, donc de fluidifier un petit peu le circuit des soins. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose que cette loi aboutisse. Je n'ai jamais compris pourquoi un kinésie doit absolument être autorisé par une ordonnance et puis un chiropractor, corrigez-moi. Lui, il a l'accès direct à la... Oui, et puis il faut quand même noter que ces métiers-là se performent énormément, de plus en plus. Aujourd'hui, un kiné est bien plus performant aujourd'hui qu'il l'était il y a 15 ans. L'intelligence artificielle se met au service de ces métiers et donc va déployer de nouvelles compétences dans ces métiers accessoires. Et donc la médecine va connaître des bouleversements de toute façon dans les décennies à venir.
voilà, dans l'intérêt des patients. Une question juridique, devinez à qui je vais confier le soin de traiter de la mise en examen d'Agnès Buzyn, qui était mise en cause pour mise en danger d'autrui et dont l'incrimination, l'inculpation, la mise en examen était annulée par la Cour de cassation. Devinez qui? Mais forcément, au troisième âge, hein, puisque tout à l'heure tu as fait allusion que tu donnais la parole au quinquin et que tu reviens à moi, donc Pas du tout. désolé pour ceux qui nous c'est la écoutent et qui sont dans spécialisation cette catégorie. juridique. Allez. Non, la semaine dernière, nous avions parlé de la mise en examen d'Agnès Buzyn et comme par hasard, le jour même, nous apprenions que la Cour de cassation avait annulé cette mise en examen par la Cour de justice de la République. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est un zéro pointé donné par la Cour de cassation qui, je le précise, a statué en assemblée plénière. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau de décision de la Cour de cassation. Solennel. Et la Cour de cassation dit, mais les premiers juges, mais vous êtes complètement trompés parce que vous avez appliqué au ministre un article qui ne s'applique pas du tout à elle. Et qui plus est, l'assemblée plénière, la Cour de cassation, a annulé les auditions des ministres parce que la commission d'instruction de cette Cour de justice est composée de 3 personnes. Les 3 devaient entendre les ministres et seuls 2 les ont entendus. Donc on a annulé tout ça. Donc par conséquent, il se trouve que on ne peut pas mettre Mme Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, en examen pour mise en danger d'autrui. Alors elle est toujours témoin assisté, mais là, on ne voit pas très bien l'infraction qui est ciblée, parce qu'en en fait, on considère qu'il n'y a pas de texte pouvant l'incriminer pour une infraction pénale devant la Cour de justice. Mais c'est la seule gouvernante, enfin la seule détentrice de l'autorité publique au monde qui, à l'occasion du Covid, a été mise en examen. Alors, franchement, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait un petit jingle pour qu'on passe dans le vif du sujet. Alors, premier sujet, la mobilisation contre la réforme des retraites est-elle vouée à l'échec? Ce que nous montre l'histoire. Alors, que savoir que ça passe chaque fois. Chaque fois que le gouvernement a voulu modifier les retraites, vous montez, descendre, sous coyeux, mais ça passe. Eddy, tu développes pour nous? Enfin, ça c'est une vision un peu restrictive des choses. Puisqu'il y a eu un échec patent du gouvernement en 1995. Oui. Ouais, il faut toujours une exception. L'exception qui confirme la règle. Voilà. Bon, depuis 1995, les syndicats ont toujours été victimes de la ruse des gouvernants. Alors, il ne s'agit pas de choisir le gagnant, en l'occurrence. C'est clair que les syndicats mobilisent, ils tentent de bloquer l'économie, mais c'est de plus en plus compliqué. Ça ne dure pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est la montée de l'individualisme? Est-ce que c'est la montée, le changement de la société, les interdépendances qui sont moins évidentes? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition forte, structurelle et puis universelle des composantes de la société française, faut-il le rappeler, ne fait pas le poids devant l'évidence d'une nécessité de restructurer le système. Alors le choix du gouvernement est toujours de financer les retraites par le travail. Bon, alors là je vais intervenir à titre personnel, c'est une grosse connerie, et tout le monde le sait. Tous les pays du monde savent que c'est un savant mélange entre le système par répartition, c'est-à-dire qu'on cotise, et puis l'ensemble des cotisants payent, quand ils sont actifs, payent la retraite de ceux qui sont qui ont précédé. Et tout ceci est mis en fragilité, parce que les déséquilibres d'abord démographique perturbe la machine. S'il y a moins de gens qui travaillent, donc qui cotisent, que de gens qui sont à la retraite, ça explose. Et on va vers ça. Alors pas tout à fait, puisqu'il n'y aura jamais plus de retraités, en tout cas on l'espère, hein, sauf dans certains pays au monde. On va vers ça au Japon. On va au Japon, les gens sont tétanisés parce que à terme, dans les 30 ans qui viennent, il y aura autant de retraités que d'actifs. Là, c'est mort, le système explose. Donc, l'idée de base, c'est de dire où ça qu'on peut aller prendre l'argent pour financer les retraites. Alors, il y a un chiffre qui est important, c'est quand vous avez passé 5 années à la retraite, vous avez coûté l'équivalent de ce que vous avez cotisé.
Donc vos cotisations ne vous permettront de toucher une retraite que pendant 5 ans. Donc si on appliquait un truc totalement égoïste, au bout de 5 ans, vous allez toucher votre retraite, au revoir, allez travailler à nouveau. Donc, Ou bien mourir. ou bien disparaissez. Donc la solidarité permet d'aller beaucoup plus loin. Or, le beaucoup plus loin va maintenant très très loin. Là où la majorité des personnes décédaient aux alentours des 70 ans dans les années 60, aujourd'hui, la majorité des retraités décèdent au seuil des 90 ans, c'est-à-dire entre 80 et 90 ans. Bon, donc on est parti sur un système qui, à la fois sur un plan quantitatif et qualitatif, parce qu'on est bien d'accord, c'est du quali, ça, de pouvoir vivre le plus longtemps possible, mais il faut financer. Donc l'idée que beaucoup d'économistes proposent et défendent, c'est qu'on aille récupérer l'argent ailleurs. Alors, où ça qu'il est, cet argent? Il est d'abord dans la capitalisation, c'est-à-dire au lieu de consommer à outrance en ne cotisant qu'une toute petite partie de votre salaire, parce que ce n'est qu'une toute petite partie du salaire, il faudrait épargner, mais bon, ceux qui peuvent épargner sont de moins en moins nombreux, parce qu'il y a une paupérisation de la population. Mais il y a une autre proposition qui est celle des impôts. Ah, alors là, mais je vous rappelle qu'il n'y a que 9% des foyers fiscaux en France qui payent des impôts et que 75% des impôts sur le revenu sont financés par 3% des contribuables. Donc on est bien d'accord que l'impôt sur le revenu, ce n'est pas la solution. OK ? Les sociétés. Là, les entreprises vont bondir. Il semble que les pistes aillent vers la taxation de la consommation. Voilà. Et puis, une partie de la taxation des vraiment beaucoup plus riches. Parce que les sommes en jeu ne sont pas si énormes que ça. On est sur, grosso modo, il faudrait à peu près par an une centaine de milliards d'euros. On a vu que pendant le Covid, 100 milliards d'euros, c'était une plaisanterie, on est bien d'accord. Donc pourquoi, entre guillemets, emmerder tout le monde pour 70 à 100 milliards d'euros en explosant le système, en repoussant l'âge de la retraite indéfiniment, puisque là, ça soit 64, mais dans 10 ans, on va aller à 68. Enfin, excusez-moi de vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais si on continue sur le système du financement par le travail, donc les cotisations, c'est foutu. Donc il faut passer à un autre système. Il y a d'autres pays d'Europe qui mélangent l'ensemble des financements, et la France aurait tout avantage à faire cette révolution-là. Une question. Si on te suit et qu'on comprend le système de répartition, donc dans la rue, il aurait dû avoir que des jeunes actifs, pas des retraités. Or, il y en a beaucoup. Alors, les retraités, pourquoi il y a beaucoup de retraités? Parce qu'il semblerait, malgré tout, que derrière ce projet-là, il y a quand même du financement. Il n'y a pas que je repousse l'âge de la retraite, parce que ça ne suffira pas. Il y a probablement la tentation pour le gouvernement, comme ça a déjà été le cas, de faire les retraités participer eux aussi au financement de la retraite. Alors, ça a été rejeté, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi le fait que dans cette réforme, il y a les retraites augmentent pour les plus petites retraites. C'est-à-dire que maintenant, et personne n'en parle, je pense que c'est quand même important, il y a un seuil. Les gens vont pouvoir toucher 85% du SMIC, c'est-à-dire 1 200 euros. Minimum. Ouais. On peut en discuter de ça, c'est l'objet de débat quand on écoute France Culture, et choses comme ça, qui dure des heures, et où on finit par se perdre. Et je connais la capacité de concentration de notre clientèle. Là, maintenant, c'est bon. Les explications claires et ton intervention était juste. Si on va plus loin, on va être largué. Mais on va rester quand même sur la taxation des ultra-riches. Ça sonne bien. Et je vais te confier le soin de dessus. Il y a un lien. Oh, tu vois qu'il y a un lien. Oui, il y a l'organisation d'une émission aussi. Bien sûr. Donc, en fait, c'est venu du fait qu'à Davos, il y a eu 200 millionnaires qui ont écrit « Taxez-nous davantage ». Disons, voilà, nous, on veut participer à la diminution des inégalités, taxez-nous davantage. Alors, on peut répondre à ça comme
comme une boutade, comme a fait le maire, le ministre des Finances, en disant « mais venez en France, vous allez être taxés ». Il n'a pas tout à fait tort, parce que la France est quand même le deuxième pays au niveau des taxations, hein, deuxième pays de l'Union européenne, premier pays de la zone euro. Donc par conséquent, on taxe plus en France qu'ailleurs. On pourrait aussi se dire, mais tiens, bon, ces millionnaires, s'ils veulent, ils ne savent pas trop quoi faire de leur argent, il y a l'économie solidaire, il y a des fondations, il y a des associations, donc ils pourraient participer. Mais moi, je crois que la question, Eddy a parlé tout à l'heure du fait que les impôts, on montrait bien qu'il y avait beaucoup de gens qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu, donc quel impôt? Taxez-nous davantage, mais quel impôt? Donc Eddy a donné des pistes en parlant de la consommation. On pourrait aussi considérer qu'on pourrait avoir une tranche supplémentaire pour toucher les personnes qui gagnent vraiment beaucoup. Les ultra-riches. Vraiment les ultra-riches, donc peut-être créer une tranche supplémentaire du barème, mais peut-être aussi viser ce qu'on appelle les multinationales. C'est-à-dire pas forcément les ultra-riches, mais les ultra-profits. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que des sociétés, on parle beaucoup en ce moment de Shell et de Total, qui ont profité de la crise énergétique pour amonceler des profits extraordinaires, pourquoi eux ne contribueraient pas davantage? Donc moi, il me semble que ce serait plus équitable d'aller vers les profits des multinationales. Et puis enfin, la dernière question, mais pour faire quoi? Parce que ok, moi je suis pour qu'on voit ces pistes, mais pourquoi diriger plus vers la retraite? Pourquoi pas vers la santé? Pourquoi pas vers l'éducation? Qui sont des secteurs qui ont vraiment besoin de financement et qui concernent la collectivité tout entière. Donc c'est l'occasion, en fait, cette lettre, de poser des questions qui sont des questions importantes parce que ça permet peut-être d'essayer de repenser le fonctionnement de la société du futur. Taxer à hauteur de 2% seulement les 42 milliardaires du pays permettrait de financer la réforme sur la retraite sans la répercuter sur les Français. Vrai ou faux, je ne suis pas un économiste, mais enfin j'ai lu ça. Comme c'est Oxfam, c'est une ONG qui est très, très, très marquée, je dirais. Bon, ça demande à être vérifié. Et puis pourquoi décider que ce serait sur les retraites que ça s'appliquerait? Je t'écoute, il n'y a pas de problème. En France, plus de 120 000 personnes possèdent un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars. 5 millions d'euros, grosso modo, dit. Bon, c'est des chiffres qu'on a et on peut se dire, mais c'est vrai, tout ça de ramdam alors que l'argent est là, quelque part. Et on peut le prendre, mais ce n'est qu'une opinion. Et on a dit qu'on ne fait pas une émission d'opinion, on fait une émission d'information et de formation. Jingle, 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 on va passer au problème de société. Merci. Alors, le pitch, comme on dit, quel mot bizarre, enfin, l'introduction, restons créole, restons français, pardon. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites a rassemblé 1 à 2 millions de personnes, bon, je reprends les chiffres de la presse, dans les villes de France la semaine passée. Dans les cortèges, de nombreuses revendications écologistes, on se demande ce que ça a à voir avec le problème Et puis les critiques sociales en général, les écolos étaient là en estimant qu'il y a... Alors, tu vas essayer de nous expliquer cet éclairage, Emmanuel. Oui, si tu veux. bon, cette réforme, en effet, mobilise beaucoup de monde. On cherche des arguments un peu partout pour essayer de mettre des gens dans la rue. La mobilisation des écologistes, en réalité, c'est un excellent moyen de connecter une population qui est peut-être a priori moins concernée par les retraites, qui sont les jeunes, mais qui sont en revanche très concernés par les problèmes environnementaux, pour les mettre dans le débat. Donc il y a quand même une instrumentalisation à ce niveau-là, il faut bien le dire, avec un argument qui se tient, puisque l'argumentaire écologiste consiste à dire, en gros, la croissance et donc le travail détruit la nature, puisque c'est bien... le monde économique est un monde fini, donc plus on produit, plus on consomme et on consomme de l'énergie. Donc travailler plus, c'est l'objet de cette retraite, consiste à peser davantage sur l'environnement, et donc travailler plus consiste à détruire la nature, et donc la réforme de retraite est une réforme néfaste pour des raisons écologiques. Voilà le raisonnement. Alors c'est sûr que ça sonne bien à l'oreille, d'ailleurs ça fabrique des slogans qui sont merveilleux, hein, qui sont très efficaces. On a lu des pancartes qui disaient par exemple « Travailler plus pour polluer plus ». Ouais.
C'est quand C'est même une fort. forme. Ça fait référence au slogan de Sarkozy quand il Travailler disait plus, travailler plus gagner pour gagner plus. Pas de planète, pas de retraite. Un slogan qui fait référence à 1998, à la victoire de la France au Mondial de foot. Et 1, et 2, et 3 degrés, et 1, et 2, et 3 années, ce sont des crimes contre la société. Merveilleux, formidable. Bon, ça, je pense qu'il y a un argumentaire assez simple qui mobilise bien. Maintenant, quand on creuse un petit peu, il faut bien dire que la vérité n'est pas vraiment là. Il y a un économiste écologiste qui s'appelle Jean Covici, que vous connaissez. On ne peut pas le taxer d'anti-écologiste. Son combat, c'est l'écologie. C'est lui qui a inventé le bilan carbone, il faut le savoir. Donc il est quand même à la tête d'une invention majeure. Et c'est lui qui a engagé notamment une réflexion de transformation de l'économie française, et en l'occurrence en tout cas, à travers un document qui s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, qui consiste à tout modifier, enfin à engager des mutations profondes pour qu'à l'horizon 2050, le système économique ne produise plus du tout de carbone. Et donc ça veut dire modifier l'industrie, modifier le commerce, modifier les loisirs, modifier l'alimentation, modifier l'agriculture, modifier la culture. Donc c'est des enjeux majeurs, planifiés, et qui au fond vont demander beaucoup de travail. Parce qu'on ne peut pas opérer ces changements-là en économisant du travail. Ce sont des transformations qui vont demander des remises en question assez fondamentales. Par exemple, à l'échelle de la Martinique, une des mesures, une des visions de ce plan consisterait à remettre de la production chez nous, plutôt que d'importer des produits. On sait que quand on importe des produits venus de loin, on aggrave considérablement l'impact écologique. Oui. Et donc, produire, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, ça veut dire investir localement, ça veut dire mettre des machines, ça veut dire se former, ça veut dire faire tourner des industries. C'est de ça qu'on parle en réalité. Donc, c'est de manière très concrète. La rupture écologique dans une optique de société décarbonée, à mon avis, passe par davantage de travail, par davantage de recherche en développement et par davantage d'efforts. Donc ce lien, qui est un lien facile pour boucler avec le pitch, comme tu dis, qui consiste à dire la retraite est anti-écologiste, c'est un slogan. Mais quand on décortique, si on veut vraiment modifier la société dans une optique environnementale, il faut au contraire, à mon sens, travailler bien plus. Un bémol des investissements effectivement nécessaires pour lancer la machine, de la Carbonation. Oui. Oui. Et puis après, revenir à des mesures plus raisonnables dans le temps, dans la durée du travail et dans... Oui, il y a la logique de modération, ça c'est vrai, tu as raison. Je pense que là, on est dans une phase où on a besoin d'innovation majeure. Mais après, il y a des comportements de modération dans l'alimentation. Donc, alors c'est subtil parce que je pense qu'il faut éviter d'opposer la valeur travail, au fond, à nos enjeux planétaires. La valeur travail, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain en faisant du travail finalement un monstre. Je pense que là, il y a une erreur de pensée. Le travail n'est pas quelque chose de négatif. En revanche, la conscience qu'on met dans le travail, la conscience qu'on met dans son action, ça, c'est un vrai sujet. Et la conscience, notamment de modération, elle est essentielle. Oui. Et puis la manière de travailler. Et puis les espoirs que l'on a d'avoir au terme de ça une vie tranquille et sereine. Donc une retraite pas trop lointaine aussi. C'est ça, c'est très ambigu. On a juste oublié que le mot travail, c'est le don de temps, d'un effort physique contre de l'argent. Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est un contrat. Tu veux dire que c'est un contrat. Bon, on a tendance à conceptualiser le mot travail, mais le travail, c'est des gens qui passent du temps, des efforts physiques contre de l'argent. Et quand on fait le bilan, eh ben dans le monde, il n'y a que 35% des habitants de cette planète qui ont la chance d'avoir de l'argent contre le temps qu'ils mettent. Il y en a une très grande majorité qui ne travaillent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail. Et qui n'ont pas d'argent. Il faut quand même dire ça. Et donc, c'est même dans notre société martiniquaise, on sait bien que c'est une minorité de la population qui est active. La majorité de la population ne travaille pas. À la fois parce qu'il y a des chômeurs, il y a des enfants, il y a des retraités, mais
allons pas mettre dans la tête des gens que Le travail, c'est travail maudit. est universel, c'est ouais. faux. Ouais, et puis que c'est maudit aussi. Oui. Daniel, le travail, le contrat de travail, c'est quand même une norme juridique. C'est quand même Ah, tout à fait. Alors, le travail, il y a plusieurs formes de travail. Il y a le travail salarié, ce dont tu parles, c'est le contrat, c'est le travail salarié, mais quand tu es un agriculteur, tu travailles. Quand tu as une profession libérale, tu travailles. Quand tu es un artisan, tu travailles. Quand tu es un artiste, tu travailles. Donc, je veux dire, on focalise beaucoup sur le travail salarié, ou bien le travail pour quelqu'un, pas pour le travail en général. Et d'ailleurs, me semble-t-il que la relation au travail, c'est une relation qui est en train d'évoluer. Parce que moi, je suis quand même un peu étonnée de considérer que pour beaucoup de gens, le travail, c'est quelque chose, je veux dire, c'est pénible, il n'y a pas d'épanouissement. Alors que pour d'autres personnes, bon, je parle pour moi par exemple, moi j'ai adoré exercer ma profession, j'ai adoré travailler, et donc, bon, moi, je suis une privilégiée dans ce sens-là, je l'admets. Mais je pense que il faudrait plutôt essayer de réfléchir comment donner aux gens une forme d'épanouissement au travail. Voulez-vous avoir un exemple de pédantisme? Je vous le donne. Hein. Alors, le travail, c'est la notion d'ergos, travail pénible, laborieux, la charge que l'on porte. Et puis la notion d'opus, qui est la notion latine de l'œuvre achevée, du masterpiece, etc. Jingle, culture, blogodo. Alors, nous avons parmi nous une sorte d'ovni, d'objet marchand, un ovni non identifié qui est à la fois qui est martiniquais, que l'on dit béquet, mais je me demande, qui est écrivain, qui est homme d'affaires, qui est publiciste, qui est poète, qui est militant, et que nous aimons tous beaucoup, c'est Emmanuel de Rênal, et qui a une sorte de plume, de logorée de la plume. Vous voulez que je vous lise en grec? Non. Daniel, il faut qu'on continue oui, donc l'épopée. La dernière fois, nous avions parlé de Ubuntu, et cette fois-ci, nous allons parler de dialogue improbable. Alors, dialogue improbable, comme vous voyez sur la couverture, donc il y a Emmanuel de Rênal, et il y a ensuite Steve Follagadé. Et donc, il y en a un qui est descendant d'esclavisés, Steve Follagadé, et puis un qui est descendant d'esclavagistes. Et donc, a priori, il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. Hein, donc, a priori, qu'est-ce qui pourrait les rapprocher? Et alors, c'est là que, et c'est quand même important ce qu'ils ont fait dans ce dialogue improbable, c'est de considérer qu'on peut être honnête et être béquet et descendant d'esclavisés, qu'on peut être aussi aimer son pays, qu'on peut être un humaniste. Et il me semble que cet ouvrage d'Emmanuel et de Steve illustre bien la formule d'Édouard Glissant, vous vous souvenez peut-être, je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Et donc, répète. C'est trop important. Je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Et je trouve que cet ouvrage, c'est vraiment l'illustration de cela, parce que nous avions de côté, enfin, il y a plusieurs choses, hein, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est Emmanuel qui défend un peu la démarche individualiste et qui considère que l'individu, de par les valeurs qu'il défend, il est capable de s'émanciper d'un certain nombre de proies. Et Steve qui dit, non, le poids systémique, donc le poids du groupe, le poids de l'environnement, peut influer sur la façon de réagir. Et dans cet ouvrage, on voit le cheminement des deux, et pour arriver à la fin, où Emmanuel dit, eh bien écoute, avec nos échanges, je comprends mieux le poids du groupe, par exemple. Et donc ça me fait évoluer en considérant que l'individu tout seul, c'est pas complet. Et Steve dit, mais j'ai aussi évolué parce que je ne pourrais plus tenir tout à fait les mêmes discours parce que je me rends compte que la rencontre avec toi, Emmanuel, fait que la dimension humaine est à prendre en compte. Et donc, c'est ça le résultat du dialogue. Et moi, je trouve ça fabuleux. Donc, par conséquent, lisez Dialogue improbable. Exceptionnellement, mais pas pour ça, pour l'habitude. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Écoute, Daniel en parle très bien de ce dialogue. Ce livre est d'abord une expérience
Alors, bien évidemment, il y a un livrable, il y a un document écrit avec des échanges qui ont la particularité d'être la retranscription exacte de ce que l'on s'est dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réécriture. Donc ça, c'était une volonté de Steve d'ailleurs, c'est une exigence de Steve que j'ai respectée, après avoir quand même hésité, puisque c'est toujours délicat quand on rentre dans un dialogue sur des sujets difficiles. On a abordé des sujets tendus, ce n'était pas facile. Hein, Trouver les mots justes. Trouver les mots justes, et puis avec le risque de l'imprécision, un dialogue c'est oral, ça peut parfois introduire des zones troubles. Et donc j'ai eu un peu peur quand il a fallu prendre la décision de publier tout ça. Mais en même temps, il fallait absolument accepter ce risque parce que c'était la preuve de l'honnêteté de la démarche. Et il fallait du coup enlever tout ce qui pourrait nous être reproché sur le plan de l'honnêteté de la démarche. Les circonstances de la rencontre? Alors ça durerait longtemps si je devais raconter le détail, mais c'est une rencontre qui s'est opérée à la suite d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Ubuntu, que Steve a lu de son côté et a critiqué dans une rubrique d'un journal Antillard, qui s'appelle Antillard, voilà, absolument. J'ai trouvé sa critique dure à mon égard, oui, mais objectivement bien faite. Il y avait une forme d'intelligence. Je ne partageais pas du tout le point de vue de Steve dans cette critique. Et donc, je suis rentré en contact avec lui. Je ne connaissais pas Steve. Hein. J'ai établi le contact par la voie des réseaux sociaux, par Messenger en particulier. Et puis, voilà, on a échangé quelques temps par Facebook interposé. Je lui ai proposé une rencontre. Il a hésité, il a fini par l'accepter et il m'a donné rendez-vous dans son quartier, donc sur un terrain vague parce qu'il ne fallait pas qu'on soit vu dans un lieu public. Mais je comprends aussi le besoin de discrétion, c'est pas toujours évident. Il s'agissait de ne pas venir à tes bureaux et toi de ne pas... Oui, voilà, il fallait... Donc, et puis, il fallait aussi un environnement de dialogue qui nous permet de nous dire les choses sans aucune pression d'aucune nature. Et donc, on s'est retrouvé sur un banc public dans un terrain vague. On a parlé. J'avoue que la première rencontre est un petit peu tendue, parce qu'on s'est quand même dit quelques vérités de part et d'autre. Mais la glace s'est brisée assez vite. Au début, on se vous voyait et à la fin de l'entretien, qui a duré 1 heure, on se tutoyait déjà. Donc, on a pu établir quand même une relation. Et puis, on s'est dit, après tout, on n'a pas purgé tous les sujets. Revoyons-nous le mercredi suivant. Et on l'a fait comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. À cette occasion, tu as pu fréquenter son environnement social, ses amis. Oui. Donne-nous un... Oui. Ben, quand on sort un livre comme ça nous expose et donc ça nous met en devoir aussi de défendre ce travail publiquement. Et donc j'ai eu la chance à plusieurs reprises, avec Steve, d'abord de faire des signatures communes, donc de rencontrer des gens sur le prétexte du livre. Je suis parti avec lui en Guadeloupe pour une manifestation publique qui était une conférence littéraire qui a duré un soir dans une librairie de Jarry. Et là, le public était essentiellement composé d'activistes de son milieu, puisqu'il est guadeloupéen d'origine. Mais il n'y avait pas que des activistes, il y avait quelques Guadeloupéens aussi qui étaient venus par curiosité, mais il y avait quand même à peu près 200 personnes pour des échanges francs, mais de qualité. J'ai vraiment été très... Alors, je vous avoue que j'y suis allé avec une petite boule au ventre, faut être honnête. Mais très sincèrement, la relation s'est bien déroulée, les échanges étaient sains, on n'a rien évacué. L'entretien a duré, enfin l'échange a duré près de 3 heures, donc c'était musclé, mais de qualité. Et j'ai passé au final une excellente soirée grâce à Steve. Et ton environnement social, familial oui, on me pose souvent la question. Non, objectivement, je n'ai pas eu de critique formulée. Au contraire, j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement, de soutien, de félicitations pour avoir fait cette démarche. J'ai eu quelques silences. Éloquents. Oui, éloquents, enfin, qu'on peut interpréter, mais que je n'ai pas voulu interpréter plus que ça, parce qu'après tout, les gens aussi ont le droit de garder le silence sur une initiative pareille. Mais je n'ai pas été, en tout cas dans mon environnement désavoué, premier, critiqué, férocement désavoué. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai plutôt eu un accueil très bienveillant, et même des messages assez touchants qui m'ont été donnés, que j'ai transmis à Steve d'ailleurs. Et donc ça permettait aussi de
de mélanger aussi les points de vue entre Steve et moi, des réactions de nos environnements respectifs. C'était Ta assez famille, intéressant. tes proches, ils n'ont pas peur, ils te disent que, attention, tu vas plonger dans l'indigénat. Pas du tout. Non, à ce moment-là, rassurez-vous, ma famille est très ouverte d'esprit. Au contraire, non, là-dessus, je suis pas. J'ai plutôt été encouragé dans ma démarche. La parole circule. Eddie, en 2 mots, qu'est-ce que tu penses de cette expérience Ben, écoute, moi je trouve que c'est une initiative fondatrice, parce que ce qui fait bouillir la marmite du radicalisme est beaucoup plus loin du noirisme, et c'est le vrai danger. Et puis de l'autre côté du racisme chez un certain nombre de béquets, c'est l'absence de dialogue, très clairement. Il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens s'ouvrent les uns aux autres, mais à travers la vérité. Je pense qu'il faut dire la vérité. Et est-ce que caméra, technicien sur moi, est-ce que ce nouveau bébé, Historial, le journal qui raconte l'histoire de la Caraïbe, édition spéciale, esclavage, ils ne vous ont pas tout dit, est-ce que ça contribue à cette pacification? Bien sûr. Enfin, nous, c'est notre choix. C'est de dire, il y a des sujets il faut tout dire. Il faut tout dire, parce que les gens qui ont fait ce que nous racontons et les gens qui ont subi ce que nous racontons ne sont plus là. Okay, donc, moi, je suis pour la préservation du secret de l'instruction, du secret de la justice en cours quand les gens sont vivants. Mais Oui, ils sont morts. La présomption Bon, d'innocence. allons dire la vérité de manière à ce que ça permette déjà d'évacuer et puis de rapprocher les gens. Tu assumes totalement voyage au bout de l'enfer, oui. Oui, mais bien sûr, nous tous, bien d'ailleurs. sûr, bien sûr. Et si tous créoles a l'audace de m'inviter pour en parler, c'est le mec qui, tu sais, qui... Ah non, mais je viendrai. En fait, ce qui est intéressant... le devis avant. Non, ce sera à titre gratuit. Voilà. Non, mais je pense que c'est important parce que ce que j'ai remarqué dans tous les ouvrages, parce que j'ai compulsé des centaines d'ouvrages, des centaines. Je n'ai pas mis la liste, mais ils sont chaque fois cités. C'est qu'il y avait 2 camps. Il y avait ceux qui disaient oui, il y a eu l'esclavage, mais bon, il faudrait peut-être parler d'autre chose. C'est classique. Et puis, il y a des gens qui ont fait un boulot fantastique de relecture des archives. Là, il n'y a pas la parole purement orale, quoi, l'oralité transcendante, pas du tout. Tout ça, ce sont des textes, et notamment des comptes rendus de procès et des témoignages, etc. Voilà. J'entends des piétinements à mes côtés, quelqu'un veut prendre la parole. Musique, non. Excuse-moi, je croyais que tu avais annoncé musique. En tout cas, merci d'en parler. Non, mais on va en parler, parce que c'est un sujet qui devait être traité depuis sa sortie, et qu'on avait zappé, éliminé, en attendant que tu sois là. Et en plus, tu l'as amené, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai oublié de mettre ça dans le conducteur. On en reparlera. Et donc, celle qui était chargée de ça n'était pas prête à le faire. Pas du tout. Oui, alors, c'est pour ça que j'ai parlé de piétinement. Mais deux mots, madame la marquise, deux mots. Non, juste même pas un mot, juste pour indiquer que de façon très prémonitoire, dans ce numéro, il y a l'histoire du drapeau rouge-vert-noir, l'historique du drapeau rouge-vert-noir. Voilà. Et oui. Non, mais l'image, sans beau qu'il faut. Musique. Alors, le maestro Boutan a 2 sujets très importants. C'est continuer sur Polo Rosine. Il a tout préparé. Je ne sais même pas ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Moi non plus. Et puis, concentre-toi, ça va revenir. Et puis, nous parler de la prestation extraordinaire de Big in Jazz, dans l'ordre que tu veux, dans l'ordre que tu convenu avec la technique. Mais on va choisir Polo avant, Ouais. parce que Polo, c'est... Vous savez, nous qui recherchons l'unité, Ouais. et je le dis comme ça parce que c'est vrai que le 30 décembre, à Fort-de-France, il y a eu Malavoie. Et quand Malavoie a joué Jour ouvert, les 30 000 personnes ont chanté Jour ouvert. C'est ça aussi l'unité. C'est ça. Et donc, nous rendons hommage à Polo. Polo qui a fabriqué l'harmonie martiniquaise, qui a fabriqué des œuvres extraordinaires, qui a propulsé Malavoie dans le monde, dont le répertoire alimente jusqu'à maintenant Malavoie et alimente nos intelligences, notre sensibilité. Donc, nous avons opté pour rendre hommage à Polo. Polo est né le 26 janvier 1948. Ouais. Il y a 2 jours, on a célébré quelque part sa naissance.
et il est décédé le 30 janvier, dans la nuit du 30 janvier 1993. Ouais, il est décédé vers minuit le 30 janvier. Et donc, nous avons contacté la famille et avec Laurent Vielé, nous avons des témoignages, nous avons des reportages, nous avons mis en place un dispositif d'information extrêmement mémoriel, extrêmement fructueux. On peut Allons-y, Gérard. Dans l'ordre, c'est toi qui annonce, c'est toi qui sais. Oui, mais écoutez, on va vous proposer quelques photos, bien sûr, et on va vous proposer aussi des interviews, parce que nous avons réalisé 8 interviews avec différents, enfin, on va les nommer au fur et à mesure. Et donc, je vous propose 2 extraits d'interviews de Marie-Josée Ali, je crois, et de Mano Césaire. Ah oui, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que Polo, qui était en quelque sorte un autodidacte, vraiment un autodidacte. Polo, quand j'ai connu Polo, il ne connaissait pas un dos sur une partition. Hein. Non, mais c'était vrai, c'est pas, je ne cherche pas à le dénigrer. Polo, à ce moment-là, il devait avoir 15 ans, 16 ans, au lycée. Et bon. Et il en a d'autant plus de mérite, hein, parce que quand Polo a commencé, comment dirais-je, à constituer l'orchestre, là, il s'est rendu compte qu'il fallait écrire. C'est à ce moment-là qu'il a constaté que l'écriture, à ce moment-là, était indispensable parce que ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Quand tu as, par exemple, une section de cordes, et puis, pour interpréter les arrangements de Polo, c'était très difficile de les retenir d'oreille. Hein. Alors, quand c'était écrit, ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus facile. Parce que nous, dans la section de cordes, nous avons fait beaucoup de classiques avec Mademoiselle Colette France, qui avait été notre premier professeur de violon. Bon, et Christian, Jean-Paul et moi, on lisait avec une certaine facilité quand même. Bon. C'est ça. Donc voilà, c'est un petit extrait de Mano. C'est passionnant, c'est ça. Ah non, mais c'est passionnant. Et donc, je le dis, nous avons 8 reportages comme ça, avec Marie-Jo, avec Serge Pognon, avec Ronald Tulle, Mano Césaire, et José Privat, et tout le monde parle de Polo aussi. L'objectif, c'est de quoi faire, à part les extraits qu'on a là, c'est de quoi faire avec ça. L'objectif, c'est d'inviter, bien évidemment, l'ensemble des Martiniquais aux 3 manifestations que nous organisons. La première, c'est ce soir, ce vendredi 27 janvier, à partir de 18h, à la médiathèque du Lamentin. La seconde, c'est le 2 février au campus universitaire, avec une grande salle, dans la salle Michel Louis. Donc, j'espère que les gens seront nombreux. Et la troisième, c'est à l'Office municipal de la culture du Robert, c'est le vendredi 3 février. Donc, c'est pendant ces 3 manifestations. On écoute celle de Marie-Jo, puis on split sur Marie-Jo. 30 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Le chagrin est toujours là. Quand je pense à Polo, j'ai un truc une déchirure à l'intérieur. C'était un être exceptionnel. Tout simplement exceptionnel, Polo. En dehors du fait qu'il était habité par la musique. C'était un musicien qui avait un sens de... En fait, il tutoyait les étoiles tout le temps. Avec cette musique, cette manière de transformer... Caressez-moi. Sans Polo, jamais, mais jamais je n'aurais fait de musique pour autre chose que ma salle de bain et moi-même. Je faisais le bœuf avec Caressez-moi comme ça, avec les Malavois à la maison et tout. Et puis un jour, Polo me dit, mais on ne pourrait pas, cette chanson-là, on va la mettre sur un disque de Malavois. Je lui ai dit, mais Polo, d'accord, Ralph va la chanter. Ben non, Ralph a dit, mais non, il faut que ce soit... Enfin bref, je l'ai chanté. Et quand il m'a apporté l'arrangement qu'il avait fait, de ma petite chansonnette, qui était une chanson que j'avais écrite pour mes enfants, pour dire que le monde est cruel, mais que l'amour nous aide à tenir. Caressez-moi, caressez-moi, les enfants meurent, les hommes partent à la guerre, mais on a tous besoin d'une caresse. Et puis quand j'ai entendu cette envolée de violence qu'il avait fait, je me suis dit, mais c'est un morceau ça, c'est extraordinaire. Est-ce que mon chant sera à la hauteur de l'arrangement qu'il a fait? C'était ça Polo en fait. Pour moi, voilà quelques petits extraits, mais vraiment ils sont très brefs. Hein. Et là, encore une fois, j'invite les gens à venir en masse parce qu'il y a des choses très poignantes et très, très émotionnelles, très profondes qui sont dites sur ce génie. C'est sûr qu'ils viennent. Begin Jazz Collective, à vous la parole. Alors, Begin Jazz Collective, moi j'ai choisi un peu de ne pas parler, mais de vous faire écouter ce qui est dit par les gens. Je rappelle que c'était à Basse-Terre, à l'Archipel, qui est la scène nationale de Basse-Terre. J'ai vécu l'un des moments les plus extraordinaires de mon existence. C'est un grand moment de musique que nous venons de vivre là.
Et je crois que la Guadeloupe, et singulièrement Bastère, en a besoin. Des musiciens d'un tel talent se doivent d'être vus par tout le monde, par nos enfants, par un grand nombre d'entre nous en tout cas. C'est un guichet fermé ce soir. Et il y a eu beaucoup de malheureux. J'ai des amis de Saint-François qui n'ont pas pu venir, par exemple. Bon, je vais leur raconter, mais ça ne vaut pas d'être là. On est passé à un autre stade parce que là, il n'y a pas que de la musique, il y a un spectacle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont joué toutes les musiques. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'ambiance où il n'y a pas de clivage. C'est pas du jazz, il y a du rock, il y a tout. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'on n'imite personne et on crée notre propre musique. Ça ressemblait à rien d'autre. Donc c'est un précédent pour moi. Il n'y a pas d'adjectif dans le dictionnaire susceptible d'expliquer ce que j'ai vu. Par conséquent, c'était exaltant. C'était Dieu sur terre. Voilà. Il n'y a pas d'adjectif dans le dictionnaire pour décrire une telle chose. C'était Dieu sur terre. Non, mais c'est vrai. Et Christian, mais c'est C'était extraordinaire. extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu participes à l'œuvre de Dieu? Oui, je pense. Le Dieu de la musique? Absolument. Je crois que c'est pire. C'est le messager de Dieu. En tout cas, c'est sur ces paroles mystiques, mais qui correspondent bien à l'événement que je vous salue. Bon, et que je vous demande de rendez-vous. Alors là, je ne sais plus. Alors, tout le monde voyage, tout le monde me quitte, tout le monde part. camarade là n'est pas là la Il semaine part, prochaine. lui, il dit, il va conquérir le Moi, monde. c'est tous les 15 jours. Ouais. Oui, Et puis il y a les deux potomitans qui sont là N'est-ce pas? pour soutenir Gérard. mes deux généraux. Je ne suis que le lieutenant. À la semaine prochaine, et puis merci la technique. On sait qui c'est Mehdi, c'est David, c'est Giovanni. Il y a un petit visage nouveau, un petit stagiaire. Bon, petit stagiaire, coucou. Flore, Max, à la semaine prochaine. Et puis vous, téléspectateurs, à très bientôt. Au revoir.